Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire, l'extension du délit d'entrave à l'IVG a été votée définitivement ce jeudi à l'Assemblée nationale. Nous entendrons Caroline Roux d'Alliance Vita. Elle nous dira pourquoi l'association a décidé de déposer une requête devant le tribunal. En République démocratique du Congo, l'évêque de Louisa alerte sur les violences commises dans la province de Kasai. Les prêtres et les religieux ont fui leur diocèse, comme nous le dira monseigneur Galoum Bouloula. Nous entendrons aussi le témoignage d'une éducatrice en banlieue. Elle travaille pour l'association Valdoco, une structure créée par des habitants et les Salésiens de Don Bosco après les émeutes en 1990. Et c'est justement sur les violences urbaines qui se propagent après l'interpellation du jeune Théo il y a 15 jours que nous échangeons dans notre dossier. Mal-être des habitants, malaise des policiers, pourquoi la situation échappe-t-elle? L'avis d'Alain Baron, secrétaire général de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir Alain. Bonsoir. Avec vous Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Antoine-Marie. Bonsoir. On se retrouve après le journal. Ce matin, l'extension du délit d'entrave à l'IVG a été votée définitivement à l'Assemblée nationale. Un texte qui punit, je cite, le fait d'empêcher ou tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, par la diffusion d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, soit en exerçant des pressions morales et psychologiques. Les opposants à cette loi soulignent un texte liberticide et contraire à la liberté d'information qui permet de multiples interprétations, comme la Fondation Jérôme Lejeune qui pose une question: sur quels critères sera basé le catalogue de ce que l'on peut dire ou de ce que l'on ne peut pas dire? De son côté, Alliance Vita a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris. L'association pointe du doigt les informations inexactes ou non objectives sur l'avortement qui figurent sur le site du ministère de la Santé. Ce texte est une véritable atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'information des femmes qui sont concernées par l'IVG. On voit qu'aujourd'hui, c'est la vérité qui est sanctionnée et nous venons de déposer un recours au tribunal administratif pour dénoncer les informations qui sont erronées et non objectives sur le site du gouvernement qui est dédié à l'IVG et notamment les propos d'un gynécologue qui affirme péremptoirement que l'avortement ne laisse pas des séquelles psychologiques difficiles à vivre pour les femmes à long terme. Et ce qui est contraire à ce qu'on peut voir, parce que nous voyons certaines femmes qui souffrent longtemps après leur IVG. Et cela est susceptible de tromper les femmes qui hésitent. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sur le site du gouvernement, il n'y a aucun moyen d'ouvrir d'autres horizons aux femmes que l'avortement. Notamment, il n'y a aucune indication sur les aides et les droits des femmes pour poursuivre une grossesse, pour les femmes enceintes. Donc, on est devant une information qui est très univoque. Les centres d'action médico-sociale alertent sur le non-remboursement de soins pour des enfants handicapés. Les CAMSP sont des centres avec des équipes pluridisciplinaires. Ils suivent des enfants handicapés de la naissance jusqu'à 6 ans. Et parfois, ils sont obligés d'envoyer les familles consulter des kinésithérapeutes ou des orthophonistes libéraux. Par exemple, quand les familles vivent trop loin ou que les délais d'attente sont trop longs. Ces séances sont remboursées par la sécurité sociale, comme le prévoit le Code de l'action sociale. Mais depuis plus de 2 ans, certaines caisses primaires d'assurance maladie refusent de rembourser ces soins. Malgré plusieurs alertes auprès du ministère de la Santé, la situation n'évolue pas. Une confusion administrative qui pénalise les familles, comme nous l'explique Marcel Hartmann. Il est vice-président de l'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce. Le problème, il est pourquoi effectivement, depuis quelques années, on s'en prend à ces enfants et à ces familles et qu'on ne cherche pas à leur faciliter la vie et à leur permettre d'avoir des soins adaptés. Il y a malheureusement une approche purement réglementaire et administrative qui ne prend pas en compte la simple humanité et les besoins des familles. Et c'est particulièrement étonnant dans une période où le gouvernement sort un certain nombre de textes qui expliquent qu'il faut fluidifier les parcours des enfants handicapés, qu'il faut adapter les prises en charge aux enfants. D'un côté, on a des textes qui vont dans le bon sens et de l'autre côté, on a des applications d'autres textes qui vont dans le mauvais sens. Je pense qu'il y a simplement des applications qui font qu'un certain nombre d'enfants et de familles
sont des dossiers, mais ne sont plus des personnes où on va chercher effectivement à prendre en compte les besoins de la personne. Ce qu'on demande, c'est que le législateur, c'est-à-dire le ministère concerné, propose un décret qui permette de compléter le texte actuel et qui dise que des enfants qui sont suivis en CAMS pourront bénéficier de soins complémentaires, qu'il ne s'agit surtout pas de créer de nouvelles dépenses, mais de maintenir les dépenses actuelles. Alors nous avons sollicité Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Son agenda ne lui a pas permis de nous répondre. Son équipe nous a renvoyé à sa déclaration faite hier à l'AFP. Je la cite, « Un certain degré de souplesse est indispensable afin de permettre au plus grand nombre d'enfants de bénéficier d'un accompagnement adapté. » La présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, a réagi il y a quelques heures après l'arrestation hier de l'une de ses salariées à Calais. Avec une journaliste, elle a été brièvement arrêtée par la police aux frontières. Elles accompagnaient des réfugiés mineurs qui voulaient prendre une douche dans les locaux du Secours catholique. Véronique Fayet a interpellé les candidats à la présidentielle. On l'écoute. Hier, à Calais, une de nos salariées, une journaliste et 7 jeunes mineurs migrants ont été arrêtés par la police à l'entrée de nos locaux du Secours catholique. Ces jeunes venaient juste prendre une douche. Nous avons en effet installé des douches dans nos locaux pour répondre aux besoins sanitaires urgents de ces mineurs. C'est la mission de notre association de venir en aide aux plus démunis, quelle que soit leur situation. Et aujourd'hui, à Calais, nous estimons que ces jeunes sont en danger, qu'ils ne sont plus protégés. Il y a quelques jours, c'est la mairie qui a fait déposer une benne à ordures devant nos locaux pour bloquer l'entrée et empêcher l'installation de ce service de douche. Hier, c'est la police qui, en arrêtant ces personnes, nous a empêchés de remplir notre mission humanitaire. Aujourd'hui, nous posons donc la question à tous les candidats à l'élection présidentielle. Trouvez-vous normal que l'action humanitaire des associations, mais aussi des citoyens, soit entravée par les pouvoirs publics ? Que comptez-vous faire pour protéger l'exercice de la solidarité et le devoir de protection des mineurs dans notre pays ? Voilà une vidéo diffusée il y a quelques heures donc sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la benne installée par la mairie de Calais pour bloquer les douches proposées par le Secours catholique, le tribunal administratif de Lille a ordonné lundi à la municipalité de cesser cette atteinte au droit de propriété. Mais pour le Secours catholique, hors de question de se réjouir de cette décision juridique, car le problème de fond est ailleurs, comme nous l'explique Laurent Seux, directeur France-Europe du Secours catholique. Lorsque des personnes, et particulièrement des jeunes, ne peuvent pas se doucher, ils sont rendus à un état quasi animal. Nous souhaiterions que les pouvoirs publics, la mairie et la préfecture organisent cet accueil minimum pour que les personnes puissent simplement prendre un tout petit break. Et donc ce que nous disons au Secours catholique Caritas France, ce n'est pas évidemment de vouloir recréer une situation ingérable à Calais, mais que d'avoir un dispositif minimum pour pouvoir accueillir ces jeunes, les informer et les orienter. Le diocèse de Paris salue la décision rendue hier par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris. Elle a confirmé la condamnation d'une fémène à 1 mois de prison avec sursis pour le délit d'exhibition sexuelle dans l'église de la Madeleine. Pour le diocèse, cette décision rappelle que les lieux de culte doivent être respectés en toutes circonstances et que ce type de comportement ne peut être toléré. Les émeutes se poursuivent en France après l'affaire Théo, ce jeune arrêté brutalement par la police le 2 février. Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Nantes, Marseille ou encore Paris hier soir, les interpellations se sont multipliées. Ces jeunes qui commettent les violences viennent pour la plupart de quartiers difficiles. Et c'est justement pour ne pas revivre les émeutes urbaines des années 90 que l'association Le Val d'Occo a vu le jour il y a 22 ans. Initiative d'habitants d'un quartier d'Argenteuil avec des Salésiens de Don Bosco. Le Val d'Occo propose de nombreuses activités pour un objectif, prévenir la marginalisation des jeunes des quartiers en agissant le plus tôt possible. On écoute Sylvaine Pradine, éducatrice au Val d'Occo d'Argenteuil. Elle s'occupe des adolescents en situation de décrochage scolaire. Ce qui est marquant, c'est le manque de confiance en soi. Donc je dirais que c'est la première étape à travailler, avoir des contours aussi,
dans la construction de sa personnalité. Parce que si on n'a pas été étayé dès le plus jeune âge par un cadre classique et sécurisant, plus on grandit, plus il y a des difficultés avérées et qui sont visibles surtout dans les apprentissages au collège, mais aussi dans le comportement, dans le vivre ensemble, la collectivité, voilà. Donc je dirais en premier lieu l'estime de soi au travers d'activités de découverte qui vont les pousser vers le haut, travailler la confiance en l'autre aussi, comme l'escalade, comme l'équitation, la relation à l'animal, la relation de prendre soin aussi. Ça étaye. Ça ne correspond pas à tous les jeunes. Hein. Aucun d'entre eux ne se ressemble. Aucune difficulté n'est la même et donc aucune solution ne sera la même. Et le luxe que nous avons, nous, ici, c'est d'avoir le temps d'observer et d'essayer de faire de la haute couture, je dirais, autour de lui. Aujourd'hui, le diocèse de Rouen, dans un communiqué, a informé que le père Bernard Lecoquière, 74 ans, est sorti d'une garde à vue soupçonné de faits de pédophilie. Monseigneur Lebrun, évêque de Rouen, indique que sa première pensée va aux personnes qui seraient victimes d'agissements inqualifiables et encore plus scandaleux de la part d'un prêtre et dont les effets très destructeurs sont connus. Il indique aussi avoir remis tous les éléments en sa possession pouvant éclairer les enquêteurs. Le diocèse d'Angers a fait état hier soir sur son site de plainte de 2 victimes de l'abbé Ouard, un prêtre charismatique dans la région, décédé en 2012. Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, a décidé d'en informer les fidèles en publiant sur le site du diocèse une lettre qu'il a adressée à ses prêtres le 1er février. Je le cite: « J'ai reçu des témoignages de jeunes adultes qui m'ont confié avoir subi dans leur enfance des comportements inappropriés de la part de l'abbé Ouard. Il s'agit pour moi d'exprimer simplement ma disponibilité auprès de toute personne qui aurait eu à subir des agissements de la part de ce prêtre, espérant ainsi contribuer à les aider dans l'avenir qui s'ouvre devant elles. » En République démocratique du Congo, l'évêque de Louisia alerte sur les violences perpétrées contre des civils dans la province du Kasaï. Depuis des jours, des combats opposent les militaires congolais et les miliciens du défunt chef traditionnel Nsapu. Les civils ne sont pas épargnés et la psychose s'est emparée de la population. Des prêtres ont été attaqués dans le diocèse de Louisia. L'évêque du lieu, qui effectuait un voyage avec une délégation d'évêques d'Europe, a dû rentrer d'urgence. On l'écoute. Quand les miliciens arrivent, ils ne voudraient pas qu'on puisse étudier. Ils veulent qu'on arrête d'étudier pour que les enfants soient libres, comme ça on peut facilement les récupérer. Beaucoup d'écoles sont liées à nos paroisses. Voilà pourquoi, quand les prêtres veulent défendre ces jeunes ou ces écoles, on s'en prend à eux. Et le prêtre, c'est tout ce qui rassure un peu le peuple, c'est ce qui est au service de la population. Alors, quand la paroisse est saccagée, les prêtres s'enfuient et les religieuses, la population reste en désarroi et le reste à la merci des uns et des autres. Pour le moment, 6 paroisses où il n'y a plus de prêtres. Ils se sont protégés, réfugiés quelque part. J'ai des paroisses où il n'y a plus de communautés religieuses. Il y en a qui ont été saccagées. Au Kenya, le gouvernement a donné une suite favorable à la demande de l'Église catholique en déclarant catastrophe nationale la grave sécheresse qui sévit dans le pays. On vous en a parlé il y a 10 jours. Les évêques ont interpellé les autorités pour permettre de déclencher des aides de la communauté internationale. À cause de la sécheresse, 2,5 millions de personnes ont besoin d'aide dans le pays. En Italie, le musée du diocèse de Milan a été dédicacé au cardinal Carlo Maria Martini pour son 90e anniversaire. Décédé en 2012, il a été l'archevêque de Milan de 1979 à 2002. Le musée comprend la basilique de Sainte-Storge et la chapelle Portinari, 2 hauts lieux de la foi pour les catholiques milanais. Lors d'une cérémonie, le cardinal Angelo Scola, actuel archevêque de Milan, a expliqué que le rôle de ce musée est défini comme un lieu de culture et de salut. Soprattutto ha indicato il museo diocesano con queste parole: strumento nuovo, capace pur nella sua specificità immediatamente artistica e culturale di educare i visitatori alla fede. È bellissimo vedere le lunghe file di persone che oggi vogliono visitare mostre, opere d'arte, eccetera.
Et on poursuit avec la chronique du Père de Verre. Chers amis, bonjour. Eh bien, je vous propose avec ma chronique un peu de devancer le printemps. Ça va être un moment un peu de lumière, et quelle lumière ? Celle de la philanthropie, qui est une clé pour humaniser notre société. Ce mot philanthropie, c'est ce mot à partir duquel les Grecs disaient c'est l'amour de l'autre, l'amour de la société, l'amour de l'humanité. Et on entend souvent finalement, c'est pas mon problème. Ça marque en fait une forme de cynisme, en tout cas une grande indifférence. Alors c'est une rencontre de deux personnes. Il y a quelques jours, j'étais à Vannes, dans le Morbihan, pour l'inauguration d'une maison intergénérationnelle de 17 logements. Et voici qu'une jeune femme est dans une chaise roulante. Cette femme a été éprouvée. Elle est donc aussi dans une situation de mobilité réduite. Et elle a besoin d'un logement qui soit adapté à la fois à ce manque de ressources et au fait aussi qu'elle est en difficulté physique. Et elle trouve un propriétaire qui va lui offrir précisément un appartement qui va répondre aux deux difficultés qu'elle rencontre. Et alors, elle est dans l'ordre de l'émerveillement et de l'étonnement. Voilà, c'est quelqu'un qui a saisi qu'à la loi du marché, il fallait substituer aussi parfois, pour qu'il y ait plus d'humanité, l'expression de la philanthropie. C'est aussi un juge qui, dans sa profession, a à connaître d'un impayé de loyer. Il regarde ce dossier, mais il se dit mais c'est pas possible, elle n'a pas la possibilité, cette personne, de pouvoir payer un tel loyer. Alors, il appelle notre association, il nous demande si on ne veut pas l'aider en fait au règlement de cette dette, et puis voici que pour lui, il y a un appartement familial qui se libère, et il propose cet appartement. Là encore, un émerveillement. Vous allez me dire, mais c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, ce sont deux histoires authentiques. Finalement, ces deux bailleurs ont peut-être compris ce mot de Jean-Claude Guillot. L'espérance a deux beaux enfants, la colère, pour lutter contre l'injustice, et aussi le courage pour s'y attaquer. Merci Père, c'est jeudi, c'est Revue de Presse. Cette semaine, Famille Chrétienne propose un dossier sur l'exil des chrétiens érythréens, une tragédie qui se déverse en Europe avec la complexité de leur accueil, et puis un entretien exclusif avec le cardinal Parolin, Antoine-Marie. Oui, on a souhaité rencontrer le cardinal Parolin qui était de passage à Lourdes le week-end dernier pour la rencontre mondiale des malades, et il nous a accordé un grand entretien exclusif sur la diplomatie pontificale. C'est un homme assez extraordinaire, assez discret d'ordinaire, donc on était très heureux de pouvoir l'accueillir dans nos colonnes. Merci Antoine-Marie. La Vie propose un reportage à Aulnay-sous-Bois. Depuis l'interpellation de Théo, les habitants de cette ville de Seine-Saint-Denis réclament justice alors que les incidents se propagent partout en France. Dans son éditorial, Jean-Pierre Denis dit observer que c'est la victime et sa famille qui font preuve de calme. Il ajoute qu'en l'espèce, les forces de l'ordre, ce sont elles. La Légion étrangère à l'honneur dans France catholique, un brassage de soldats venus du monde entier avec leur religion. Parmi eux, des aumôniers avec de sacrées personnalités comme le père Yannick Lallemand, figure très connue chez les Bérets Verts. Et puis un article pour découvrir la figure de Juste Takayama Ukon. Ce samouraï japonais a été béatifié le 7 février au Japon en présence de 12 000 personnes. Réforme propose un dossier sur les délinquants solidaires, ceux qui en France ont accueilli ou aidé illégalement des réfugiés. Le philosophe Grégoire Quevreux évoque les racines et les visages de la désobéissance civile. L'hebdomadaire protestant qui propose aussi un reportage dans une start-up montpelliéraine d'un nouveau genre. Elle aide les personnes en difficulté à conserver leur maison en réinventant le portage immobilier. Pèlerin propose un dossier sur le Brexit. Si les conséquences restent incertaines, Pèlerin montre à travers un reportage en Angleterre que les blessures sociales, psychologiques et même morales sont réelles. Et puis, alors que les beaux jours approchent, l'hebdomadaire propose 20 suggestions d'excursions dans des lieux spirituels à travers toute la France. Et puis, avant de clore cette revue de presse, saluons le père Dominique Greiner, rédacteur en chef religion du quotidien La Croix. Avec son blog La Doctrine sociale sur le fil, il figure parmi les lauréats du prix Économie et Société de la Fondation
Centesimus Annus Pro Pontifice. La fondation a pour objectif de promouvoir la connaissance de la doctrine sociale de l'Église. La remise des prix aura lieu au Palais de la Chancellerie à Rome du 18 au 20 mai. Voilà, il est temps de retrouver nos éditorialistes pour notre dossier. Pas moins de 245 personnes ont été interpellées en France depuis le déclenchement des violences urbaines survenues après l'interpellation brutale du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Une situation qui relance le débat autour des violences policières pour les uns et qui montre la frustration et le sentiment d'injustice pour une partie de la population pour les autres. L'affaire Théo et ses conséquences, on en parle avec Alain Baron de Radio Notre-Dame et Antoine-Marie Zohar de Famille Chrétienne. Pour commencer, Antoine-Marie, vous nous confiez avant cette émission que hier, en sortant des locaux de Famille Chrétienne, eh bien, vous vous êtes retrouvé dans l'une des manifestations pour Théo. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Un cri de colère? Famille Chrétienne, on ne s'y attend pas toujours, mais est à côté de Barbès, dans le nord de Paris, dans une zone qui est un peu agitée à certaines heures de la journée et colorée. Et c'est bien heureux d'ailleurs. Mais effectivement, la manif avait pris pas mal d'ampleur. C'était assez calme, je veux dire, hier soir. Ça a dégénéré, je crois, plus tard, vers la place de la République, avec des vitrines cassées. Et ce qui est à dire, je crois, surtout dans cette affaire-là, avant même de parler des causes et plus sérieusement de ce qu'on peut faire, c'est d'ores et déjà la première chose à dire probablement, ou l'une des premières choses à dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas être choqué par la violence des casseurs, quand elle a lieu, qui répond à la violence policière ou encore à vérifier. Puis l'autre question, pour aller vite, c'est le besoin de justice évident. C'est-à-dire de se dire, dans cette affaire-là, il faut que la justice aille vite sur les actes ou pas de violence, de viol, la qualification de viol de l'acte de ces policiers sur ce jeune Théo, dont on peut remarquer d'ailleurs, ça a été dit, et le collègue Jean-Pierre Denis le dit cette semaine dans La Vie, dont on admire le calme et les appels au calme à cette population qui peut s'agiter relativement facilement. Vous le comprenez, Alain, aussi, cette demande de justice de ces familles Ça semble évident. Alors, on n'est pas dans l'enquête, on ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé. Il y a des forts doutes d'atteinte très violentes contre ce jeune de banlieue. Si les faits sont avérés, ils doivent être sanctionnés, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'ailleurs, la justice française sanctionne les faits quand les policiers ou les forces de l'ordre vont au-delà de leurs droits. On pourrait avoir un sentiment que ce n'est pas toujours le cas? Moi, j'ai plutôt confiance dans la justice, dans ce genre d'affaires. Et je suis très admiratif aussi du sang-froid des forces de l'ordre. J'ai eu l'occasion de visiter à Saint-Asti en Dordogne le camp d'entraînement de la gendarmerie pour les gendarmes mobiles, l'équivalent des CRS, mais pour la gendarmerie. Ils ont reconstitué un village avec des grandes avenues et ils s'entraînent en permanence pour essayer de contrer des manifestations violentes. Bon, là, il ne s'agit pas d'une manifestation à l'origine, d'une interpellation individuelle, mais quand il y a des faits gravissime comme celui-ci paraît l'être, puisque nous savons que ce qui a été dit dans la presse, il faut le sanctionner, il n'y a aucune hésitation. On le sent en tout cas, ce malaise entre ces populations des quartiers qu'on dit difficiles et les policiers. Il y a une certaine crispation. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Moi, je parlerais de manque de confiance. On a un de nos journalistes qui est parti ces jours-ci à Aulnay-sous-Bois à la rencontre des proches de Théo, et en particulier de l'un des proches, qui est un rappeur, un chanteur, si je me souviens bien, toujours de la communauté congolaise, dont on ignore peut-être, d'ailleurs on ne le dit peut-être pas assez, mais ça n'est pas plus important que ça, mais c'est bien de le savoir sur Théo, que ce jeune Théo est un catholique, en tout cas de culture, de confession catholique, avec une famille justement qui appelle au calme, qui veut apaiser, qui demande la justice pour avancer, et qui se désolidarise évidemment de ces quelques casseurs, mais qui finissent par faire monter en épingle cette affaire. Mais ce qu'on a constaté, nous, dans ce qu'on a pu entendre, c'est ce manque de confiance réciproque entre la police et ces jeunes de banlieue qui souffrent évidemment de leur situation, et des policiers dont il ne faut pas oublier, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, je crois que c'est à Viry-Châtillon, sauf erreur de ma part, que certains ont failli périr brûlés dans une voiture. Donc on est quand même dans des situations très, très délicates. Il faut se poser aussi peut-être la question, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler un peu plus avant, de la question de la police de proximité. Je n'ai pas de jugement politique, je suis en France depuis peu longtemps, mais justement, je reviens là-dessus, je viens de vivre 20 années en Italie, où la police est très présente. Alors, il y a moins de problèmes de banlieue, il y a d'autres problèmes, la mafia, les brigades rouges, il y a de longues années, mais la police est très présente en proximité. Le maréchal des carabiniers, il va prendre le café tous les matins localement. On le connaît, il connaît tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu.
je crois, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été rétabli par le quinquennat de François Hollande, d'ailleurs. Donc c'est à regretter. Alors, la semaine dernière, oui, Alain, vous vouliez réagir peut-être sur la police de proximité? C'est Jean-Pierre Chevènement qui parlait des sauvageons à l'époque. On a connu déjà cette défiance, elle existe depuis longtemps. Rappelons-nous les émeutes de 2005, qui avaient été gérées d'ailleurs avec doigté par Sarkozy à l'époque. Mais c'est vrai que cette défiance n'a fait que s'accroître entre les forces de l'ordre d'un côté et les jeunes de banlieue, souvent désœuvrés, de l'autre. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Néanmoins, une dernière question. La semaine dernière, le père Brissot, qui est prêtre à Aulnay-sous-Bois, disait la nécessité pour l'Église de mettre en place un plan d'action pour réagir immédiatement dès que des émeutes se déclenchent. Voilà. Pour lui, c'était une question que l'Église devait travailler. Qu'est-ce qu'elle peut dire, l'Église, pour empêcher justement cette propagation d'émeutes auxquelles on assiste aujourd'hui, selon vous, comme ça? Favoriser l'apaisement, je me doute. Enfin, je ne vois pas d'autres actions qui soient possibles. Mais Il y a la prière, il y a les témoignages. On sait que l'Église, alors c'est pas toujours visible, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en banlieue. Il y a des patronages, le patronage revient à la mode, semble-t-il. Il y a des patronages qui existent. Il y a les laïcs qui sont engagés font beaucoup de choses pour les jeunes, quelle que soit leur religion d'ailleurs. Et c'est un travail de fourmi, hein. Ça, c'est pas toujours visible. On a récemment consacré un dossier de une sur la Seine-Saint-Denis, qui est un département difficile, tout proche d'ici, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'initiatives de ce type-là, du type des patronages, du type du travail du rocher, discrètement, sans prosélytisme, où on voit bien qu'il y a des initiatives courageuses pour apaiser et pour retisser du lien et la confiance. Alors avec la police, c'est compliqué, et on sait que la police elle-même a des difficultés à entrer dans ces zones-là. Merci beaucoup Antoine-Marie, merci beaucoup Alain d'avoir apporté votre regard. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.